Et salut tout le monde, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et suite de l'histoire de l'animation. Vous le savez maintenant, dans l'épisode précédent, j'ai évoqué en plus de la genèse de l'animation à la préhistoire. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo, elle est juste là, elle est super intéressante. Merci pour le rappel. Comme vous avez pu le constater dans l'épisode précédent, comme je le disais, l'animation, du moins son principe, ne date pas d'hier. Le théâtre optique inventé par Émile Reynaud, bien que révolutionnaire à l'époque, comportait toutefois un petit bémol. En effet, il était impossible de faire des copies en lot, et en masse surtout, de chacun de ses films. Le travail nécessaire pour chacune de ces copies était tellement fastidieux que ce n'était absolument pas rentable à l'ère industrielle. Parallèlement à la conception du théâtre de Reynaud, les appareils et instruments optiques de l'époque n'ont cessé d'évoluer, apportant des aspects majeurs et importants pour la suite. Le cinéma, et par extension le cinéma d'animation, ont tous deux pour origine la conception de la caméra par Joseph Niepce, plus connu sous le nom de Nicéphore Niepce. Et non, ce ne sont pas Auguste et Louis Lumière qui ont inventé la caméra, ils ont inventé surtout une sorte de système de projection, mais j'aurai l'occasion d'y revenir par après. A l'instar d'Émile Reynaud, Joseph Niepce est un érudit. Il conçoit et pense des objets de tout type, comme par exemple l'invention d'une pompe à eau pour alimenter le château de Versailles et remplacer ainsi le modèle de Marly précédemment utilisé. Mais Niepce est également peintre qui va tenter des améliorations dans ce domaine à travers notamment certains médiums. Bref, c'est un inventeur, et quel inventeur! Mais avant d'évoquer Niepce et ses inventions, je dois d'abord faire un petit tour dans les méandres de l'histoire pour vous parler de la camera obscura. En quelques mots, la camera obscura, ou chambre noire, est une sorte de boîte allant de la taille d'une boîte à chaussures à celle d'une pièce. Une pièce? Mais non, pas une pièce, une pièce. Mais non, une pièce, comme une pièce de la maison, genre la salle à manger ou une chambre noire, tout simplement. Dans cette boîte ou dans cette chambre noire, on y perce un trou, mais attention, pas trop grand le trou. Il doit être suffisamment fin pour laisser passer la lumière, mais pas assez gros que pour illuminer tout l'espace. En entrant par ce trou, la lumière émise par l'extérieur va venir s'afficher sur la paroi blanche. Ainsi, par réflexion, la lumière va afficher l'image extérieure sur cette paroi. Le procédé, bien que technique, est déjà connu dès l'Antiquité. Il a cependant été un petit peu oublié, ou caché si vous préférez, pour être redécouvert aux alentours des 15e et 16e siècles, notamment par Léonard de Vinci, qui l'utilisait toujours secrètement dans ses différents travaux. Il est d'ailleurs un de ceux qui en a fait une description technique. Plus tard, d'autres artistes peintres comme Johannes Vermeer l'utilisaient, sans toutefois le dire ouvertement, afin de faciliter la création de leurs œuvres, notamment lors des perspectives et des portraits. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Johannes Vermeer, il s'agit de celui qui a peint le tableau qui s'est ramassé de la soupe le 27 octobre dernier par les militants écologiques, à savoir la jeune fille à la perle. How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? C'est aussi Johannes Vermeer qui a peint La Laitière, célèbre tableau reconnu et réutilisé par Nestlé pour ses fameux produits laitiers. Du bon lait français, des œufs frais et du chocolat pur beurre de cacao. Vermeer, comme d'autres, avait donc recours à ce procédé qui permettait de faciliter la création de certains tableaux, notamment dans la perspective. Ceci permettait d'être bien plus réaliste qu'une peinture faite de tête. En effet, la plupart des peintres n'avaient pas toujours le modèle original à disposition, et ce dernier devait souvent poser pendant plusieurs longues heures, et ne parlons pas des animaux. Cela permettait aux peintres de reproduire plus fidèlement un tableau et au sujet de devoir poser beaucoup moins longtemps. Nicéphore Niepce, en peintre qu'il était, souhaitait toutefois trouver une technique afin de fixer ou de figer l'image reçue par le sténopé. C'est le nom donné au petit trou de la camera obscura, et donc pouvoir garder cette image à vie. Si aujourd'hui les techniques d'impression et de capture d'image font partie de notre quotidien, à l'époque de Niepce, c'était plutôt de l'artisanat. Prenez les affiches de publicité, de théâtre, ces dernières étaient faites à la main une par une. Bon, maintenant ne pensez pas qu'ils en sortaient des dizaines de milliers et qu'ils les exportaient aux quatre coins du monde. On parle là d'un grand maximum d'une dizaine d'affiches, le but étant de les apposer au moins devant le théâtre, le cinéma n'existant pas encore. Il va dans un premier temps s'inspirer des différents travaux d'Alois Sennfelder sur la lithographie. En gros, lithographie pour dessin par la pierre est un procédé technique qui consiste à éroder la pierre avec un acide afin d'en n'avoir que les reliefs et ainsi former un dessin. L'acide ayant érodé la partie dessinée, il n'en restera que le relief.
Et c'est sur ce relief que l'on veut venir appliquer de l'encre d'imprimerie qui va permettre de faire en inversé l'image du dessin. Ce procédé permettait donc la reproduction d'un certain nombre de dessins jusqu'à usure de la pierre. Cette méthode conduira Niepce à utiliser le chlorure d'argent. Mais pour mieux appréhender la suite, il est important de comprendre une notion élémentaire en physique, la lumière. La lumière, ce sont de sortes de petits paquets d'énergie. Lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils émettent des ondes, et selon la nature de l'obstacle, et donc de la matière, l'énergie du photon va être plus ou moins absorbée, et selon ce plus ou moins, de la couleur va apparaître. Il y a le blanc où la totalité de la lumière va rebondir. Il y a le cas inverse où toute l'onde va être absorbée par la matière, ce qui ne donnera donc aucune lumière, donc du noir. En rebondissant, la matière et donc les ondes vont venir jusqu'à nos yeux, nous donnant ainsi une impression de couleur. Lorsque Niepce en arrive au chlorure d'argent, il faut d'abord comprendre que cette matière sous forme de poudre est complètement blanche et noircie au fur et à mesure qu'elle reçoit de la lumière. Selon l'image renvoyée, le chlorure d'argent ne va pas réagir de la même intensité partout. Les ombres resteront blanches et les parties lumineuses deviendront beaucoup plus noires. Niepce obtient donc une image en noir et blanc. Oui, mais car il y a un mais, le chlorure d'argent reste photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière jusqu'à devenir tout noir. Sa jolie photo est donc ratée. Mais notre bon Niepce ne se laisse pas démoraliser si facilement. Il se tourne alors vers d'autres procédés chimiques qui ne vont cette fois plus noircir ou blanchir, mais plutôt se décolorer. Mais malgré tout, un problème persiste, la fixation de l'image. Alors entre-temps, il arrête ses recherches sur la lumière pour se consacrer à d'autres projets, comme par exemple l'invention d'un moteur à injection. Le même moteur utilisé encore aujourd'hui dans nos véhicules. Ah, les fameux moteurs à piston. Entre autres, oui. C'est un inventeur très fort, ce Nicéphore. Après ces différentes recherches annexes, il se repenche à nouveau sur le procédé de la lumière. Nous sommes alors en 1817. Il tente de trouver donc un procédé afin de stopper ce phénomène chimique de photosensibilité et se tourne vers le bitume de Judée. Après de nombreux tests et tentatives, il finit par obtenir le résultat voulu et fixe enfin l'image, créant ainsi la toute première photographie de l'histoire. Une singulière petite photo prise depuis la fenêtre de sa chambre. La photographie venait de naître. Alors je vous passe tous les détails sur les techniques de reproduction de la photo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début tout ça était imprimé sur des plaques de cuivre. Par contre, le temps de pause s'est considérablement rallongé. Comptez 4 heures en plein soleil. Il développera donc d'autres techniques entre-temps. Nous sommes en 1830 et la Belgique vient de naître. De son côté, Niepce finit par enfin obtenir des images en demi-teinte de gris, c'est-à-dire pas juste des ombres blanches ou noires, mais tout un panel de couleurs entre ces deux extrêmes. Par contre, le temps de pause, lui, c'est pas raccourci, à compter quelques jours en plein soleil. On est loin des appareils à photo instantanée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant que la technique a été découverte et comprise, on peut faire un léger bond dans le temps. Nous sommes à Milan, dans l'Ohio, aux États-Unis, le jeudi 11 février 1847. Il est 1h30 du matin et dans la maison, un cri se fait entendre. Un bébé vient de naître que ses parents appelleront Thomas. Alors il est très précoce intellectuellement parce qu'à 10 ans, ses parents vont lui offrir un labo de chimie. Moi, à 10 ans, j'avais des jouets. 2 salles, 2 ambiances. À 19 ans, en 1866, passionné par la technique, il devient télégraphiste. Appareil qu'il va d'ailleurs améliorer pour passer de duplex à triplex. C'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Grâce à l'argent de ses nombreuses inventions, ou plutôt améliorations, le jeune Thomas va pouvoir ouvrir son propre laboratoire de recherche et déposer de nombreux brevets. Une de ses premières inventions est celle, écoutez bien, du phonographe. Il continue d'inventer et sort probablement l'idée la plus lumineuse du siècle, l'ampoule à incandescence. Il continuera d'innover et choisit, comme il le dira lui-même, d'apporter un moyen pour l'œil ce que le phonographe fait pour l'oreille. C'est donc avec l'aide de son collaborateur et bras droit, William Dickson, que Thomas Edison invente le kinétoscope. Kinéscope? Encore un mot bizarre de plus. Kinétoscope, qui signifie voir le mouvement. Dickson et Edison venaient donc d'inventer avec le kinétographe les premières caméras. Kinétographe pour dessiner le mouvement est le nom de la première caméra, et kinétoscope pour voir le mouvement est le nom du premier projecteur ou plutôt visionneur. Faisons un nouveau bond dans le temps. Nous sommes maintenant le 26 décembre 1894, le lendemain de Noël donc, et dans le Lion républicain nous pouvons lire que Les frères Lumière travaillent actuellement à la construction d'un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d'Edison, et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur.
Le 22 mars suivant, donc en 1895, Louis Lumière projette ce film. C'est un petit bout de pellicule pour la caméra, mais un grand pas pour l'histoire du cinéma. C'est la première du cinématographe Lumière, et grâce à cette invention, un film devient enfin visible par toute une assemblée. À tel point que la même année, jusqu'à 11 autres représentations seront faites un petit peu partout en France et même en Belgique. À Bruxelles. Les programmes sont même plus étoffés qu'une simple projection. La première commerciale n'aura lieu que le 28 décembre 1895, soit un an après la première projection test. La grande particularité de cet appareil est qu'il entraîne un ruban régulièrement perforé, ce qui entraîne des mouvements successifs séparés par des temps de repos permettant l'impression de l'image. Donc si je comprends bien, on peut à la fois imprimer, donc filmer, ou visionner et donc projeter. Exact, c'est un peu le smartphone 105 ans à l'avance. En plus, le cinématographe est assez transportable et il peut même faire des négatifs. Je n'aime pas les gens négatifs. Ils sont jamais très clairs. Au cinéma, un négatif, c'est une image où les valeurs des chrominances et des luminances sont inversées. En plus simple, tout le cercle chromatique est inversé. Les bleus deviennent rouges, les violets deviennent verts, les blancs deviennent noirs. Au début, on avait bien des positifs qui sortaient, mais à cause de la complexité à retranscrire les vraies couleurs et surtout le coût, la société Agfa a décidé d'inventer un système de négatifs permettant de réduire ainsi les coûts et surtout d'imprimer non plus sur plaque de cuivre, mais sur papier. Mais à ce stade-ci de l'histoire, la couleur au cinéma n'existe pas encore. Lors de la première projection du cinématographe des Frères Lumière se trouve dans le public un homme qui, par son génie et ses techniques, va permettre une évolution intéressante de l'histoire du cinéma et du cinéma d'animation. Cet homme, vous le connaissez peut-être, il est à l'origine de nombreux films datant d'avant 1900, enfin films, disons courts-métrages. Il s'agit de Georges Méliès. Il voit lors de cette fameuse projection un potentiel incroyable par rapport à ce qu'il aime faire et propose aux Frères Lumière de leur racheter leur brevet. Méliès est à ce moment de sa vie illusionniste, il réalise de nombreux spectacles et est très connu à l'époque. Malheureusement pour Méliès, les Frères Lumière refuseront cette proposition d'achat jugeant le cinématographe trop peu rentable. Selon eux, il ne s'agit là que d'un instrument scientifique, ni plus ni moins. Mais il en faut plus pour arrêter notre cher Méliès. Convaincu du potentiel de ce genre d'appareil, il décide donc de se fournir dans une société en Angleterre. Il acquiert donc une caméra et devient cinéaste. Méliès va alors réaliser une quantité impressionnante de films durant toute sa carrière. À l'époque, c'était dans les festivals que l'on pouvait voir ce genre de choses, c'était le lieu où il fallait être. Même si à l'époque, ce genre d'invention était plus considéré comme une évolution mineure de la lanterne magique. Souvenez-vous, il s'agit de celle-là même sur laquelle Émile Reynaud s'est basé pour réaliser son théâtre optique. Entre 1896 et 1914, Méliès réalisera plus de 600 courts-métrages de 1 à 6 minutes. Outre le grand réalisateur qu'il est, Méliès est surtout reconnu aujourd'hui pour ses grands talents d'effets spéciaux au cinéma. Il est avant tout illusionniste, il est donc naturel qu'il adapte son art au nouvel art, le cinéma. Mais il n'est pas pour autant le premier à utiliser des effets spéciaux. Mais les tout premiers effets spéciaux seront quant à eux réalisés par William Hayes et Alfred Clark en 1895 dans le film L'exécution de Marie, reine des Écossais. Néanmoins, Méliès racontera dans ses mémoires qu'il découvrit la technique de la coupe de la caméra lorsqu'il filmait La Circulation place de l'Opéra. Sa caméra se bloqua précisément au moment où passa un autobus. Après des blocages, il remit la caméra en route, ce qui donna, une fois le film développé, l'impression ou l'illusion que l'autobus s'était transformé en convoi funéraire. Histoire réelle ou romancée, toujours est-il que Méliès restera l'inventeur de nombreux trucages et effets spéciaux qui seront utilisés plus tard dans le cinéma d'animation. C'est bien joli toute cette histoire sur Georges Méliès, mais c'est une vidéo sur l'animation, l'histoire de l'animation, pas des effets spéciaux du cinéma.
C'est vrai. Ici, j'ai présenté un petit peu plus en détail l'histoire des premières caméras, mais ce n'est pas pour rien, c'est de là que va naître la première véritable animation. Et Reno et Muybridge, c'était de l'animation eux aussi. Pas tout à fait, ou plutôt pas au sens définitif des techniques utilisées par la suite. Et Émile Reynaud était plutôt un précurseur du concept de la pellicule. Cela dit, la paternité de l'animation n'est pas simple à définir. Il y a bien eu un premier animateur, une première réalisation avec la technique définitive. Et là, c'est un petit peu la guéguerre, miaous, oui, la guéguerre entre l'un et l'autre côté de l'Atlantique. Côté français, c'est Émile Cole qui est choisi comme le père de l'animation. Qui c'est ça? Quelqu'un. Oui, voilà, c'est quelqu'un. Émile Cole est photographe, caricaturiste, journaliste, portraitiste et dessinateur de dessins caricaturistes. Il y a beaucoup de "ist" dans cette histoire. C'est en entrant chez Gaumont qu'il va se perfectionner pour l'animation. C'est Émile Cole qui a inventé le fantoche dans ses fantasmagories. Ce personnage devient ainsi un personnage récurrent dans l'histoire du dessin animé. C'est notamment pour cette raison qu'on dit de lui en France que c'est le premier. Côté USA, c'est au dessinateur de bande dessinée Winsor McCay qui réclamait la paternité de l'animation. C'est d'ailleurs lui qui a créé Petit Nemo ou Little Nemo en version originale. Si vous connaissiez un petit peu son nom, le voici resitué dans l'époque. Et pourtant, ni l'un ni l'autre de ces deux concurrents n'est le père de l'animation. Entre la France et les États-Unis, il y a... L'Angleterre. Le Royaume-Uni. Et c'est précisément là que se trouve le vrai père du cinéma d'animation, il s'agit de James Stuart Blackton. S'il débute sa carrière comme journaliste, il se tournera vers le cinéma d'animation. C'est avec Humorous Face of Funny Face qu'il réalisera alors la première animation véritable de l'histoire. Mais alors, Oui. c'est lui le vrai père de l'animation. Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit entre Cole et McCay? Excellente réflexion. En réalité, tout est une question de médium. Cole réalise ses animations en dessinant directement sur la pellicule, tandis que Blackton, lui, va dessiner sur du papier et les filmer avec une caméra. Le procédé qu'utilise Cole ressemble davantage à celui d'Émile Reynaud qu'au procédé d'animation et du cinéma en lui-même. Et là vous allez me dire que je pinaille sur des détails, mais le principe de filmer, de photographier grâce à la lumière plutôt que de peindre directement sur la pellicule permet le développement et surtout la multiplication des tirages. C'est une différence qui vous paraît peut-être minime mais qui a une énorme importance dans le cinéma. Imaginez que pour chaque salle de cinéma, il fallait retourner le film, refaire les scènes, dû à l'impossibilité de multiplier les tirages. C'est donc en ces détails techniques mais très importants que l'histoire retiendra aujourd'hui que c'est Blackton qui est le vrai père du cinéma d'animation. Eh bien, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Dans le suivant, le 3e épisode, nous allons voir un petit peu le début des premiers studios d'animation. On continue pas plus loin? Elle est cool cette série. C'est vrai, c'est cool cette série. Justement, on peut peut-être en garder pour la suite, sinon l'épisode risque d'être trop long. Et d'ailleurs, un grand merci à Léo et à Sébi d'avoir participé à cet épisode. Et si vous avez aimé la vidéo, Lâche un joli pouce bleu. abonnez-vous, c'est gratuit. Ils le font bien. Du coup, c'est là-dessus que nous, on va se laisser. C'était Sébi, Léo et Lewis. On se retrouve très bientôt. Salut!